Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, c'est Late et Smart et durant une heure, comme chaque soir, on va tenter de mieux comprendre, analyser, décrypter, commenter l'actualité du moment, l'actualité du jour, surtout l'actualité économique. De quoi allons-nous parler ce soir avec mes deux invités? Tout d'abord, plutôt rapidement, on va commenter à la fois le chiffre de l'inflation américain et les annonces de la BCE. Ça, c'est deux actualités de ce début de jeudi après-midi, heure française en tout cas. Ensuite, notre premier gros sujet, on parlera des États-Unis, puis voilà, avec un titre en question. Au fait, les États-Unis, alliés ou rivaux, voilà, c'est à l'occasion de la venue en Europe, je vais dire en France, non, en Europe, de Joe Biden, qui est en Grande-Bretagne depuis hier soir, à l'occasion du sommet du G7, qui commence demain. Donc on est donc dans les Cornouailles anglaises. C'est voilà, pas mal de titres, un sommet du G7 symbolique, à la fois pour M. Johnson, premier G7 post-Brexit également, le premier pour le nouveau président des États-Unis, bref. Pas mal de sujets et du coup voilà, Joe Biden qui arrive un petit peu en patron des démocraties. Voilà, c'est la nouvelle intitulée de ce club du G7, c'est le club des grandes démocraties. On ne le disait pas aussi clairement auparavant, pourquoi, et en même temps, notamment il y avait un sondage dans Le Monde hier soir qui sondait les différents pays européens sur la relation, la perception qu'ils ont du partenariat avec les États-Unis. C'est assez intéressant, d'où la question, voilà, alliés ou rivaux, évidemment, notamment en matière économique en ce qui nous concerne ce soir. Et puis après la petite pause, dans une deuxième partie, on s'intéressera à deux belles jeunes entreprises françaises d'ores et déjà auréolées de succès avec deux grosses annonces. Dans l'industrie musicale, c'est Believe, un label voilà, 2.0, 3.0, je ne sais pas comment il faut dire, voilà, dans l'ère du temps, plus numérique que jamais, qui s'est introduit en bourse, à la Bourse de Paris. Aujourd'hui, bon, la première journée de cotation n'a pas été très réussie, mais le symbole est là, c'est quand même un symbole de succès pour l'entreprise, qui rayonne dans le monde entier, qui n'est pas que franco-française. Et puis, dans le domaine des crypto-actifs, des crypto-monnaies, c'est Ledger, des portefeuilles sécurisés virtuels, qui n'ont pas s'est introduit en bourse, mais a annoncé une très belle levée de fonds de quasiment 400 millions d'euros. Bref, de grosses annonces d'entreprises françaises innovantes. Sont-elles des exemples, et surtout, en quoi sont-elles des exemples, ces deux entreprises, ces deux belles marques? Ce sera notre deuxième sujet ce soir. Nous allons en parler en compagnie de Philippe Wechter. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Philippe, vous êtes chef économie chez Ostrom Asset Management. Et à ma gauche, Thomas Jamet, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes PDG de Media Brands France. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Tout de suite, je le disais, la question apéritif, on va parler politique monétaire, inflation, banque centrale, tout ça. L'apéro, pour commencer, je le disais, il y avait chez les économistes sur les marchés financiers deux attentes, deux éléments attendus, très attendus aujourd'hui, à la fois le chiffre de l'inflation aux États-Unis et la conférence mensuelle de la Banque Centrale Européenne avec, toujours ou pas, des annonces de changement de politique monétaire ou de taux d'intérêt. Alors, le chiffre de l'inflation aux États-Unis, les consumer prices, comme disent les Américains, regardez cette dépêche du Wall Street Journal sur Twitter, ont continué à fortement progresser au mois de mai avec une hausse de 5% sur un an. Et 5%, c'est beaucoup. C'est le plus fort taux d'inflation aux États-Unis depuis 13 ans, depuis 2008. Donc ça, c'était une annonce significative, en tout cas pour les spécialistes de tout ça. Et puis côté BCE, là encore en début d'après-midi à Francfort, regardez ce compte rendu, factuel, la BCE opte pour le statu quo, c'est souvent le cas dans les conférences mensuelles de la BCE, mais c'est parfois ce qu'il y a autour qui est analysé. L'inflation américaine accélère plus que prévu, on l'a dit, la Banque Centrale Européenne qui en a profité pour relever ses prévisions et de croissance et d'inflation. Pour la zone euro, de croissance de 4 à 4,6% en 2021 et de 4,1 à 4,7% en 2022. On va voir la courbe s'afficher dans le tweet de la BCE et les prévisions d'inflation de 1,5 à 1,9% pour ce qui est de, je ne sais pas si vous voyez les chiffres, pour ce qui est de 2021 et de 1,2 à 1,5 pour ce qui est de 2022. Philippe, c'est vous le spécialiste autour de la table de ces sujets-là. Donc je dis, il y avait deux annonces, l'inflation américaine, on attendait aussi beaucoup, on avait parlé depuis quelques jours, beaucoup d'attentes sur l'annonce de la BCE. Qu'est-ce qui a retenu votre attention entre ces deux publications en ce début d'après-midi de jeudi? Les deux, forcément. Les deux en général. Alors, commençons par la BCE.
C'est chez nous, c'est l'Europe. Voilà, l'intérêt de la réunion aujourd'hui était de savoir si les Européens, si la Banque Centrale Européenne allait opter pour une stratégie proche de celle de la Federal Reserve, la Banque Centrale Américaine. C'est-à-dire qu'il y a une reprise de l'économie aux États-Unis et la Banque Centrale a indiqué que probablement dans la deuxième partie de cette année, elle annoncerait une réduction de ses achats d'actifs. Et donc, tout le monde s'est mis à réfléchir en disant mais est-ce que la BCE va faire pareil? Nous aussi, on a une reprise, est-ce qu'on ne va pas faire pareil? Et donc, l'enjeu était celui-ci. Et en fait, Christine Lagarde nous a très clairement indiqué qu'il n'était pas question pour l'instant d'aller dans ce sens-là, puisque la reprise européenne est moins autonome que la reprise américaine et beaucoup moins avancée que celle observée aux États-Unis. Et donc, il y a encore un peu de temps avant que la BCE ne change son programme d'achat d'actifs, qui est un programme d'achat spécifique lié à la pandémie. À la crise sanitaire. Ça, c'est plutôt de nature quoi? À rassurer par rapport aux inquiétudes qui pouvaient se... Non, globalement, c'est... il y a eu, il y a 3 semaines, un mois, une vraie attente de se dire oui, parce que en Allemagne, parce qu'aux Pays-Bas, les banquiers centraux disaient voilà, tout redevient normal, il faut arrêter les achats et par la suite, des membres éminents de la BCE sont intervenus pour dire non, on a encore le temps. Donc, ça avait beaucoup calmé les choses. On n'est pas aux États-Unis, on est en Europe. Et donc, depuis une quinzaine de jours, les attentes étaient assez proches de ce qui est sorti. D'accord, pas de changement majeur, pas de voilà, le statu quo. Sur les chiffres que vous évoquiez, ce qu'il faut retenir, c'est que si effectivement la BCE envisage 1,9% d'inflation pour l'ensemble de l'année 2021, on retombe à 1,4% en 2023. C'est-à-dire des chiffres qui sont finalement assez loin des objectifs de la Banque Centrale Européenne. Ce qui traduit... le fameux 2%. Hein, oui, le fameux 2%. Ce qui traduit le problème habituel de la BCE de ne pas réussir à arriver sur sa cible de 2%, mais ce qui lui permet aussi de dire, puisque je n'ai pas d'inflation, je peux continuer à être accommodante. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup plus à dire sur la BCE. D'accord. Mais alors justement, si on compare ce chiffre de 1,4% projeté par l'inflation en 2023 par la BCE pour la zone euro, vous nous dites, on comprend, c'est under control, voilà, sous contrôle, il n'y a pas de risque inflationniste. En revanche, effectivement, si on fait le comparaison avec le chiffre de l'inflation qui vient de tomber aujourd'hui aux États-Unis, pour le mois de mai, en projeté annualisé, hein, les 5%, on est interprété comment? Là, on a l'impression d'un chiffre significativement élevé. On a un chiffre élevé, comme vous le rappeliez, on n'a pas eu des chiffres aussi forts depuis 2008, l'été 2008, et puis quand on enlève le pétrole, qui est un élément très volatile, on a ce qu'on appelle une inflation sous-jacente à 3,8% qu'on n'avait pas vu depuis mai 1992. Donc, il y a une marge très, très importante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, on avait été tous surpris au mois d'avril. L'inflation avait déjà accéléré, mais en disant... il y a un an, on a eu la question de la pandémie, on était tous en confinement, et donc les prix avaient baissé assez donc on avait un effet de base. Donc il y avait un effet de base très fort. Mais cet effet de base continue au mois de mai, mais ceci étant, quand le Council of Economic Advisors, qui sont les conseillers économiques de Joe Biden à la Maison-Blanche, commentent ce chiffre, ils disent, mais si on regarde par rapport à février 2020, si on prend ça comme avant la pandémie, avant la crise sanitaire, on a une accélération significative de l'inflation. Alors, d'où vient-elle? Une bonne partie vient du pétrole. Sur les 5%, il y a 2% qui est lié au pétrole. Et puis, sur le reste, il y a beaucoup de prix qui augmentent, à la fois parce qu'il y a du rattrapage. Les Américains veulent sortir, ils achètent des voitures, ils achètent, on voit les prix du transport augmenter dans tous les sens. Et c'est ça l'élément le plus important. Et associé à cela, et c'est là où les choses sont peut-être un petit peu plus complexes qu'un simple effet rattrapage, c'est que le prix des voitures d'occasion continue de progresser très vite. En fait, les Américains
n'arrive plus à trouver de voitures de voitures neuves en nombre suffisant parce que il n'y a plus suffisamment de semi-conducteurs pour les construire. Ouais, c'est comme chez nous, il y a un problème de stock, Exactement. effectivement. Donc ils se rabattent sur les voitures d'occasion et donc on a là un aperçu des conséquences de cette crise des semi-conducteurs qui est importante. On le voit aux États-Unis et probablement que dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, on aura des signaux un peu du même ordre sur l'Europe. D'accord. Ce chiffre d'inflation à 5% aux États-Unis, c'est quelque chose qui doit nous préoccuper, nous, Européens, nous, Français, ou c'est leur affaire? Tant que Mme Lagarde nous explique que c'est pas la même chose chez nous, pour l'instant, on peut regarder ça d'assez loin et passer au sujet suivant. Non, pour l'instant, on est sur deux dynamiques différentes. C'est-à-dire que j'évoquais le prix de l'inflation, le taux d'inflation sous-jacent à 3,8% aux États-Unis. En Europe, au mois de mai, donc des chiffres comparables, on est à 0,9%. Donc on n'a pas encore de tension interne au sein de l'économie européenne qui permettrait de se dire on est sur le même tempo. On a tous les deux un effet pétrole très fort, mais les tensions en interne restent encore très réduites en Europe et n'ont pas du tout la même allure que celles observées aux États-Unis. Donc les marges de manœuvre des banquiers centraux ne sont pas tout à fait les mêmes. On va revenir sur les relations Europe-États-Unis dans quelques instants. Thomas, vous êtes un dirigeant d'entreprise, vous êtes un homme de spécialiste de la communication. Alors il y a toujours un côté très communication, précisément dans les mots choisis par la présidente de la Banque Centrale Européenne chaque mois dans sa conférence, etc. Les marchés sont à scruter. Bon, là, globalement, ce que nous dit Philippe RAS, est-ce que plus largement, les éléments de communication sur la situation économique peuvent être importants, notamment dans notre contexte, nous, je vais dire préélectoral, mais pas loin quand même, effectivement. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français se sentent bien informés précisément par nos gouvernants sur ces sujets où on passe où ça reste l'écume des choses et on rentre pas. Alors sur Bismarck, oui, on rentre dans le détail, on vient de le voir, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que la communication sur les enjeux économiques vous paraît plus largement, au-delà de ces questions de banque centrale qui sont très pointues, des politiques monétaires au niveau aujourd'hui? Alors on entend très régulièrement Bruno Le Maire qui occupe une place médiatique très forte, mais à part ça, on n'a pas le sentiment qu'on parle beaucoup et qu'on explique beaucoup les phénomènes économiques. Est-ce que c'est parce que c'est compliqué d'un point de vue justement de la pédagogie auprès du plus grand nombre? Je pense que ça manque, effectivement, vous avez raison. On a l'impression qu'on reste dans des zones qui sont un peu inaccessibles à la majorité des Français. Je pense que ça devrait être un des grands sujets de la présidentielle. On va parler de plein d'autres sujets, je pense, avant ceci. Et pour revenir, je dirais structurellement sur à la fois la forme des déclarations, que ce soit de Mme Lagarde ou d'autres, ou même de Bruno Le Maire, on sait, et vous ne me contredirez pas, je pense que des déclarations de cette importance ont un impact direct sur la confiance des ménages, sur pourquoi pas la consommation, sur le fait que la volatilité de la bourse va aller dans un sens comme dans l'autre à partir d'une supposition ou on va sentir une inquiétude. Donc je pense que c'est de plus en plus à notre époque digitale où Twitter règne sur la petite phrase, le sous-entendu, lire entre les lignes, c'est de plus en plus capital de maîtriser absolument le moindre message émis sur des sujets aussi importants que l'économie, surtout dans une période effectivement préélectorale, mais aussi de période de crise post-pandémie ou post, on ne sait pas encore, mais enfin en tout cas dans une période où le moindre petit grain de sable peut faire repartir, je dirais, le stress des Français et puis même plus largement d'ailleurs des consommateurs. Donc on le voit nous à notre niveau dans l'écosystème des médias. On fait partie avec Mediabrands de ceux qui vont annoncer dans des prévisions. Là, on va sortir nos prévisions sur l'évolution des investissements publicitaires d'ici quelques heures. Voilà, ça va pas tarder. Et on sait que la manière dont on va, nous aussi, dans notre petit communiqué de presse, notre petit niveau, on sait que la façon dont on va l'annoncer, la façon dont les analystes et dont les médias vont comparer le communiqué de nos camarades, mais non moins concurrents de Publicis, de WPP, la variation au centième près de tel ou tel indicateur sur le SEO, l'affichage ou la télévision aura des impacts. Et finalement, on le sait, la forme est formante. C'est la base de la communication. Donc le fait de performer une parole peut
peut faire arriver quelque chose. Quand on parle là d'économie, en revenant à Madame Lagarde et à Bruno Le Maire, on parle aussi de politique, bien évidemment. Et pour revenir à la présidentielle, je pense qu'il est essentiel qu'il y ait cette pédagogie qui soit faite. Évidemment, on ne sait pas qui se présentera, qui sera au second tour, machin, mais on a bien vu que lors du débat du second tour de la présidentielle, la candidate qui est en face de M. Macron a quand même un petit peu de mal à gérer ces sujets-là. Donc ça peut être un des points forts d'Emmanuel Macron s'il va jusqu'au bout. En même temps, elle a probablement progressé depuis. Et je pense qu'il y a ce besoin de pédagogie qui est essentiel, qui peut rappeler. Un mot. Oui, juste un mot pour aller dans ce sens-là. La Federal Reserve, la Banque centrale américaine, quand elle publie son communiqué d'après réunion de politique monétaire, ce communiqué est intégré immédiatement dans le Wall Street Journal et il y a une comparaison qui est faite mot pour mot du communiqué précédent et du nouveau. Et avec ensuite un commentaire sur ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Et toutes les lignes, le communiqué est assez court, mais toutes les lignes sont scrutées, tous les mots sont scrutés. Et donc là, c'est une page très lue du Wall Street Journal au moment de cette publication. Et effectivement, ça a des incidences sur l'interprétation qui va en être faite, parce que immédiatement, on voit ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Et de ce point de vue-là, on est dans un exercice de communication très formel, mais très important. Et Christine Lagarde n'échappe pas à cette... Alors justement, ça concerne un tout petit nombre de gens, et en même temps, souvent, autour de cette table ou dans les milieux financiers, dans les milieux économiques, on n'hésite pas à dire que Jérôme Powell, le patron de la Fed, est l'homme le plus puissant des États-Unis, que Madame Lagarde, la présidente de la BCE, est la personne la plus puissante de l'Union européenne, ou presque, et en même temps... En public ne les connaît pas, ces gens-là, ne les entend jamais, ou quasiment. Madame Lagarde a été ministre, donc on voit vraiment à quoi elle ressemble, mais on ne perçoit pas du tout cette importance. Le grand public, alors est-ce qu'elle est réelle? Je ne sais pas, c'est peut-être un peu une coquetterie de spécialistes de dire ça, mais quand même, on sent que ça a quand même un impact important. Les grosses décisions de politique monétaire qui se chiffrent en centaines ou en milliers de milliards et qui vont se répercuter sur les taux d'intérêt et donc sur l'ensemble de l'économie. Comment expliquer qu'on ne connaisse pas, ou très peu, ou mal, ou ces personnes considérées par beaucoup d'experts comme les personnes les plus importantes dans l'univers économique sur la planète? Je ne sais pas, parce qu'après tout, on se souvient de... On peut dire que c'est la faute des médias, mais... de l'onde de choc de la chute de Dominique Strauss-Kahn, qui était le patron du FMI, et qui était quand même très médiatique, très exposé. Et on a vu effectivement que c'était pas un kidam moyen quand il est arrivé ce qui lui est arrivé. Donc non, je pense pas. Je pense que j'ai l'impression, les gens perçoivent ça quand même. Ce n'est que mon avis, mais que Mme Lagarde a cette... En tout cas, je parle pour elle. Après, pour certains autres acteurs, je connais moins. Je parlerai sous votre contrôle pour Mme Lagarde, mais j'ai l'impression qu'au contraire, cette figure, je dirais, de premier économiste, en montrant à la fois, je dirais, avec beaucoup de pédagogie, une certaine autorité, eh bien, une direction pourrait, de mon point de vue, peut-être lui donner, si jamais elle le souhaitait, d'autres opportunités, peut-être en France. Je pense que cette figure de proue française, dont effectivement on peut être très fier, je pense, est perçue par les Français comme une figure... Il faudrait faire un sondage dessus, il y en a peut-être. Je ne suis même pas sûr que ça existe, mais ça pourrait être intéressant de le faire. En tout cas, de réassurance et de grand professionnalisme et d'expertise. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait cette méconnaissance. En tout cas, peut-être parce que c'est Mme Lagarde et qu'elle a déjà été ministre, donc les Français la connaissent. C'est possible. Bon. Juste, je rebondis aussi là-dessus. Christine Lagarde a deux dimensions. Elle a fait une gaffe terrible au moment où elle est arrivée. Oui, sa première conférence de presse. Hein, elle parlait de la Banque centrale n'est pas là pour gérer les spreads, etc. Et immédiatement, les taux d'intérêt italiens et allemands se sont écartés avec des conséquences très dommageables, potentiellement, pour l'économie italienne. Donc là-dessus, l'impact peut être immédiat. L'autre point, c'est que il est toujours dit que dans les conférences de presse d'après comité de politique monétaire, le banquier central doit être très ennuyeux. Et chacun y réussit assez bien. Plus il est ennuyeux, mieux c'est réussi. Mais ce qui est intéressant... Ce qui n'est normalement pas la code de communication classique. On parle sous le spécialiste, sous le contrôle du spécialiste. Ce qui est intéressant avec Christine Lagarde, c'est que depuis quelques mois maintenant, elle sort de ce rôle de banquier central stricto sensu. Avec un rôle plus politique, vous voulez dire? Oui, mais pas tout à fait.
il y a une dimension politique forcément, mais on a vu par exemple, la semaine dernière, il y avait une conférence à la Banque des règlements internationaux et Christine Lagarde a enfoncé le clou en disant, nous, à la BCE, bien sûr qu'on on veut sauvegarder la valeur de l'euro, on est attentif à l'inflation, mais ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour du changement climatique. Et la Banque centrale européenne fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire de telle sorte que le changement climatique n'ait pas la dimension qu'on lui prédit. Et là, on voit des différences très claires entre ce qu'elle a pu dire, qui était assez fort et qui traduit bien l'état d'esprit de la BCE, et Jay Powell, le patron de la Fed américaine, qui a dit « Moi, c'est pas mon rôle. C'est le gouvernement qui décide. Moi, j'ai pas du tout à intervenir là-dessus. » Et donc, cette dimension-là sera beaucoup plus... donnera une dimension humaine, si je puis dire, à Christine Lagarde, plus que celle de banquier central, où on sait que c'est quelque chose de technique, etc. Bon, c'était un double apéritif, un triple apéritif. J'espère, mesdames, messieurs, que vous tenez encore debout. Mais c'était passionnant. On va tout de suite passer du coup, au deuxième sujet. On va parler de nos relations avec les États-Unis. Les États-Unis, alliés ou rivaux? Point d'interrogation. Voilà, c'est le thème un peu cash de ce débat. Tout de suite, à l'occasion, de sommet du G7, c'est à partir de, on est jeudi, donc c'est à partir de demain, vendredi, en Grande-Bretagne, précisément en Cornouailles. Donc Boris Johnson accueille les autres grands de ce monde. Voilà, à commencer par le président des États-Unis, pour qui c'est la première tournée européenne face à Pékin et Moscou. Nous écrivent les Échos. Joe Biden entame en Europe son sommet des démocraties. Voilà, nous venons de ce groupe des G7. Biden veut, avec les démocraties occidentales, opposer un front uni aux régimes autoritaires et conquérants que sont la Chine et la Russie, nous dit le quotidien économique. Dans le monde, même tonalité. En Europe, Biden et l'alliance des démocraties. Le réengagement avec les alliés dominera la tournée européenne du président américain du 11 au 16 juin. Et voilà, j'ai eu envie de poser cette question, alliés ou rivaux, à l'occasion de la publication dans Le Monde précisément d'un sondage commandé par le Conseil européen des relations étrangères dans plusieurs pays. Question posée, quel est votre point de vue sur les relations entre les États-Unis et l'Europe? Vous aviez le choix entre répondre un allié qui partage nos valeurs et nos intérêts, un partenaire nécessaire avec lequel nous devons coopérer de manière stratégique, un rival ou un adversaire. Et alors, si on demande aux Français, les États-Unis un allié, eh ben, ils répondent seulement à 18%, oui, et pour l'essentiel, 43%, un partenaire nécessaire. Donc voilà, je ne sais pas s'il faut ressortir Michel Sardou ou Eric Quint, mais voilà, c'est plus franchement un allié. Pareil en Allemagne, à peu près les mêmes chiffres. Un allié 19%, un partenaire nécessaire, sous-entendu un peu encombrant, mais nécessaire. Voilà. Pour les Allemands, 39%, et puis les plus atlantistes du continent sont les Polonais, 38% répondent un allié, et les Danois, 35% répondent un allié, les Italiens, 29%, les Pays-Bas, 28%. Alors, on va essayer, on peut parler géopolitique évidemment, on va essayer quand même aussi de se concentrer sur l'économie. Si on commence par l'économie, en termes économiques, on fait le lien avec le sujet avant. Vous vous rappeliez que les propos, par exemple, sur un même sujet du changement climatique, les propos du patron de la Banque fédérale, la Fed américaine sont à l'opposé de ceux de la présidente de la BCE. Est-ce que, je ne mets pas tout là-dedans, mais est-ce que voilà, les alliés, les États-Unis, selon vous, sont d'abord, d'un point de vue économique, un rival? Philippe? La question du changement climatique est intéressante. Il y a un autre sujet qui est un peu similaire, c'est celui de la fiscalité des entreprises. Oui, dont on a aussi beaucoup parlé ces derniers jours à l'occasion de l'accord sur le... Mais les Européens travaillent cette question depuis très longtemps. Que ce soit l'accord sur le climat qui a été écarté par Trump lorsqu'il est arrivé au pouvoir, et la question de la fiscalité est une problématique qui est étudiée depuis très longtemps par les Européens au sein de l'OCDE, avec l'idée de faire une fiscalité commune pour les entreprises, éviter la concurrence fiscale qu'on observe. Et donc, les Européens étaient dans les deux, sur les deux sujets, dans les starting blocks. Et Joe Biden arrive, et on a l'impression que toutes les avancées sont américaines, et que les Européens ne font que suivre. Alors que le boulot en amont, il a été européen, c'est ça que vous nous dites? Il a été fait
grandement par les Européens et par l'OCDE aussi. Et donc, là-dessus, il faut qu'on rééquilibre un petit peu les choses. C'est-à-dire que ce soit la France, l'Allemagne ou d'autres, il y a des efforts considérables qui ont été faits sur le changement climatique, sur la fiscalité. Il y a des travaux qui ont été faits. Mais là, d'un seul coup, on a l'impression que Joe Biden arrive et tout s'éclaire. Je pense qu'il y a un grand exercice de communication de la part des Américains. Évidemment. De ce point de vue-là. Oui, mais à nous, Européens, d'être attentifs, parce que il n'est pas normal qu'on ait une situation qui apparaisse aussi déséquilibrée, avec un rôle un peu messianique pour Joe Biden sur ces questions. Et en même temps, ce serait un petit peu caricatural de dire que les Américains sont nos alliés quand c'est un démocrate à la Maison-Blanche et ne sont plus nos alliés quand c'est un républicain à la Maison-Blanche. C'est pas non plus... essayons de parler des États-Unis en général. Mais là, Monsieur Biden, il assume le America First très clairement. Hein. Et je pense... il a probablement raison, il est élu par les Américains. Oui, mais je pense que ça va être une vraie question au-delà de la réconciliation qu'il y a eu avec les Européens. Le discours de Joe Biden vis-à-vis des Européens n'est pas de même nature que celui que pouvait avoir Trump. Oui. Mais on voit bien que America First est toujours le leitmotiv, le mantra de la Maison-Blanche. Et donc, à nous de voir comment les choses vont évoluer. À nous, Européens, de placer nos pions. On discute beaucoup des relations entre les Américains et les Chinois, avec l'envie pour Biden de nous mettre de son côté en disant il faut lutter absolument contre les Américains, contre les Chinois, pardon. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent inciter les Européens à être prudents et attentifs avec les Chinois. Pareil pour la Russie. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se ranger uniformément derrière Joe Biden. Donc le rôle, la situation européenne a changé depuis quelques années. Il faut que l'Europe fasse partie ait une autonomie de décision qui soit un peu plus forte et qu'on ne soit pas dans l'attente des décisions de la Maison-Blanche. Alors, si c'est un républicain du type Trump, on en prend plein la figure. Si c'est un démocrate, on en prend plein la figure d'une autre façon. Ouais. Et à nous de nous ajuster. Et ça, c'est le problème vis-à-vis des Américains. Il est là. On n'est plus dans les années 50 où on bénéficiait de tout un tas de choses qui venaient des États-Unis. On doit avoir une autonomie politique un peu plus forte, un peu plus marquée. Et toujours... Et je m'arrêterai là pour l'instant. Non, je relance. Je vous redonne la parole dans un instant. Je voudrais poser la question à Thomas, comment il réagit, notamment sur ce sondage, effectivement, de dire que voilà, il y a quand même une petite minorité d'Européens, notamment en France, en Espagne, en Allemagne, qui considèrent que les États-Unis sont un allié. Est-ce que ça vous surprend? Comment vous interprétez? Je vais peut-être préciser que votre entreprise est d'origine américaine, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ou de complotisme nulle part, tout est transparent. Comment vous ressentez? Ça vous paraît, c'est un partenaire nécessaire, quoi. Voilà, c'est un peu comme la belle famille, quoi. Voilà, il faut faire avec, quoi. On fait avec, effectivement. On est une entreprise américaine cotée à la bourse de New York, donc, et on travaille pour des grandes entreprises américaines en France, comme Amazon, comme American Express, et des entreprises internationales comme Spotify, par exemple, dont on parlera tout à l'heure quand on parlera un peu de musique. Absolument. Mais en gros, et je vous rejoins sur ce point, il faut que les Européens trouvent leur voie, parce qu'en fait, on parle du modèle chinois, le modèle américain, le modèle russe. On voit qu'effectivement, Joe Biden veut nous entraîner sur cette pente de choisissez votre camp, les gars. et si on se rappelle Tocqueville, la démocratie en Amérique, parce qu'effectivement, il semble que rien n'a changé. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a une sorte de démocratie conquérante, toujours assez agressive sur son modèle, qui veut montrer la voie aux autres pays. Il le dit, il a fait une tribune dans le Washington Post il y a quelques jours. Joe Biden, il assume le côté mécanique. Il est là pour montrer le chemin. Voilà, c'est ça. Mais alors, on ne va pas repartir non plus sur Dominique de Villepin et le vieux continent, etc. Mais quand même, je veux dire, il faut que... c'est toujours bien de rappeler les bases. Je dirais à la fois de respect de ce que sont les États européens, c'est-à-dire c'est pas des États-Unis d'Europe.
encore, jusqu'à preuve du contraire. On voit bien avec le Brexit. Donc on a le sentiment qu'on a différents intérêts, et c'est là tout le problème, à l'intérieur d'une zone qui devrait s'entendre pour justement elle-même trouver sa propre voie. Or, c'est quoi la voie? C'est quoi la différence entre la démocratie américaine, entre le capitalisme chinois conquérant? C'est quoi en fait? C'est une voie, c'est des valeurs, c'est les droits de l'homme, c'est tout ce qu'on veut. Alors, je dis pas que les États-Unis sont pas exemplaires sur d'autres sujets, mais enfin, on va dire qu'il y a quand même un petit peu de pour et de contre dans leur modèle. Et je pense que la France devrait porter plus fort cette vision-là, maintenant que les Anglais sont quand même ont un peu pris leur distance, d'une voie européenne qui pourrait d'ailleurs, je dirais, avec un projet, on va voir ce que Emmanuel Macron va en faire, hein, parce que dans quelques mois, effectivement, il aura plus de poids aussi sur la scène européenne. Mais cette idée, en fait, d'incarner ces valeurs au travers de ces entreprises, au travers de ces valeurs humaines, et puis peut-être au travers également d'un certain type de marqueur par rapport à la bioéthique, par rapport aux évolutions technologiques, sur le transhumanisme, vous voyez, je pense qu'il y a une voie européenne qui devrait être trouvée. Le problème, c'est que on ne parle pas encore d'une seule voie. Et qu'on est 27, si on prend l'Union européenne, l'Europe c'est un peu plus. Ça semble compliqué dans tous les cas, parce qu'il y a cette cacophonie. Donc Joe Biden, il a beau jeu d'arriver en disant « je siffle la fin de la récréation, écoutez-moi ». Et ça veut dire que selon vous, dans la perception du terme allié, c'est quand même un peu vassal, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas alors on pourrait être allié sans être soumis. Enfin, je veux dire, on peut être ami avec quelqu'un, et être très proche, sans se considérer son inférieur ou son supérieur. Quand les Européens largement disent on n'est pas vraiment alliés, mais c'est un partenaire, c'est parce qu'il y a le sentiment d'alliés, on serait sous le parapluie, quoi, comme on l'a été longtemps. Hein, mais c'est pas pour rien d'ailleurs que les Polonais sont les plus. Les Polonais, ils comptent sur les Américains pour les protéger des Russes. C'est très clair. Hein, c'est-à-dire que ils sont pas sûrs que les Européens le feraient. C'est pour ça que on retrouve aussi c'est la continuité aussi des événements de la Seconde Guerre mondiale. C'est normal. Il y a toujours cette alors on parlait de Michel Sardou tout à l'heure. Il y a toujours ce côté-là quand même. Il y a toujours cette volonté des Américains d'arriver à la fois comme des sauveurs et puis d'avoir un rôle sur de première démocratie du monde. Et je reviens à Tocqueville tout à l'heure. C'est la plus importante en termes de nombre de millions de personnes et puis la plus jeune aussi par rapport au Royaume-Uni et par rapport à la France notamment. Oui. Alors, Michel Sardou, je crois que c'était au moment de la sortie du commandement intégré de l'OTAN, par De Gaulle, qu'il avait, il y a un petit sentiment anti-américain en France, même si, De Gaulle était encore là, je crois. Votre sentiment sur je reviens pareil sur le sondage, sur le fait qu'il n'y a pas cette perception d'être des alliés, que les États-Unis sont nos alliés. Et ça vous inspire quoi, spécifiquement sur le vocabulaire, peut-être. C'est peut-être une question de vocabulaire, peut-être la perception du terme allié. Après, un partenaire stratégique, c'est pas si mal, mais nécessaire. Je pense qu'on n'a plus le même rêve américain que l'avaient nos parents. C'est-à-dire que dans les années 50, 60, les Américains arrivaient... C'était forcément mieux. C'était forcément mieux. Aujourd'hui, on est plus... On a beaucoup plus de distance par rapport à ça, pour des tas de raisons, que ce soit sur les droits de l'homme, que ce soit sur la question de l'avortement, que ce soit... Il y a tout un tas de facteurs qui font que l'Amérique ne nous fait plus autant rêver que par le passé. Donc la question de l'allié est un peu remise en question. Et puis, on a bien vu que sous la présidence Trump, la question de l'OTAN était remise en cause. C'est-à-dire que on se souvient du discours de Mitterrand au Bundestag en 82 ou 83 en disant, en défendant les fusées Pershing américaines en Europe face à l'URSS de l'époque. Et donc il y avait à cette époque-là la dimension stratégique très, très forte. Aujourd'hui, il avait dit les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est, parce qu'il parlait des missiles soviétiques. Et il y avait toute une frange, notamment en Allemagne, qui disait plutôt rouge que mort, etc. Et cette dimension-là a disparu. Et c'est dans cet aspect-là qu'il y avait le côté allié. On n'est plus aussi sûr aujourd'hui que par le passé que les Américains seront là quoi qu'il arrive. On l'espère tous, parce que ils ont une force de frappe, si ça arrivait, bien supérieure à la nôtre. Celle de quiconque, oui. Mais on voit bien que les remises en cause de l'OTAN
ont été probablement un facteur de rupture assez fort. Et la question qui va être posée et qui doit être posée à Joe Biden, c'est OK, il est revenu un peu en arrière sur cette question de l'OTAN, mais quelles seront effectivement les relations qu'il veut établir entre l'OTAN, les États-Unis et l'Europe? Comment se positionner vis-à-vis de la Russie? Il va rencontrer Poutine à la fin de son voyage. Comment l'Europe va être positionnée par rapport à Poutine? On voit bien que les enjeux américains ne sont pas les enjeux européens sur cette question. Et de la même façon, on voit bien que dans les relations avec la Chine, les Américains s'opposent aux Chinois de façon frontale. Et le plan de 250 milliards qui a été voté hier au Congrès va dans ce sens-là. On met tous les moyens nécessaires pour que la Chine ne nous dépasse pas. Et le propos de Biden dans plusieurs publications est de dire il faut que les Européens viennent avec nous pour lutter contre la Chine. Donc il y a toujours cette idée que les Américains doivent avoir un leadership naturel et que nous, en Europe, on accepte cette situation-là. Et je ne suis pas sûr que ce soit forcément notre façon de faire. On a probablement, sur un certain nombre de dimensions, des vrais problèmes de communication. C'est pas vous que je l'apprendrai, mais par exemple, prenons un exemple très simple. Rapidement, ouais. Les Américains ont exporté 10 millions de doses de vaccins. Oui. Nous, on est à 350 millions. Là, il y a une grande annonce. Ils vont exporter 500 millions. 80 millions. Ouais, alors ils annoncent 500 millions. Là, oui, mais là, pour l'instant, 80 millions. Oui. Et donc, on a l'impression que les Américains veulent... Alors que jusqu'à présent, ils avaient retenu tout. Oui. Et Biden nous dit il faut ouvrir les brevets, etc. Mais qu'ils exportent déjà... Donc il y a une vraie problématique de communication dans laquelle les Européens sont toujours un peu timides et donnent toujours le sentiment d'être un peu en arrière-plan par rapport aux Américains. Et c'est dommage. Et pour conclure, et là pour le coup... vous ne pourrez que approuver, les Américains restent les rois de la communication. Ah, bien sûr. On le voit avec les... Et à tout point de vue, y compris les groupes de communication comme le vôtre, mais en tout cas de la maîtrise des messages, tout à fait. De la façon de les... Voilà, et puis là, le fait d'avoir réinventé le G7, etc., voilà, c'est plutôt très bien vu. Donc, non, c'est ça. Il lead, voilà, on retrouve ce côté d'avoir à la fois le gendarme du monde... L'homme le plus puissant du monde, voilà, on est dans le... Tout est écrit, tout est scripté, tout est storytellé. On parlait de Trump et tout, mais il y a quand même un avant et un après. Donc ça signe aussi le retour des États-Unis sur la scène internationale, avec quand même une main tendue vers ses alliés. Voilà, donc de son point de vue, c'est très bien joué. Allez, on suivra ce G7 et ces déclarations finales comme il est d'usage dans quelques heures, dans quelques jours. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant. On va revenir chez nous, on va parler de 2 belles success stories françaises en s'interrogeant de quoi elles sont l'exemple. Retour dans Late et Smart dans cette deuxième partie de l'émission. On va s'intéresser à 2 success stories en bon français françaises qui sont au cœur de l'actualité aujourd'hui. C'était à la une du quotidien Les Échos. Regardez, un succès de la French Tech entre à la Bourse de Paris. Alors, on imagine une boîte de logiciels. Pas tout à fait. En fait, c'est dans l'industrie musicale. C'est Believe, une entreprise qui arrive en bourse, est arrivée en bourse à la Bourse de Paris aujourd'hui. Donc là, c'est une satisfaction que ce ne soit pas une introduction sur un marché étranger notamment américain, pour des boîtes à mi-chemin entre la tech, oui, et puis quand même l'industrie du divertissement, puisque c'est un label musical, Believe, une valorisation de 2 milliards d'euros pour cette cotation en bourse. Manifestement jugé un tantinet élevé, puisque ce premier jour de cotation à la Bourse de Paris n'a pas été très positif, avec une... Mais bon, c'est une longue aventure la bourse, une chute assez significative aujourd'hui de plus de 10%, même sensiblement plus aujourd'hui à la bourse. Mais bon, c'est une longue aventure, ça arrive, des fois ça s'envole le premier jour, des fois ça baisse le premier jour, mais on ne va pas s'arrêter au premier jour. Le Monde nous avait dit espère une cotation en fanfare, en tout cas pour le premier jour, c'est raté. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que ce distributeur de musique opère dans l'accompagnement numérique d'artistes aussi et de labels indépendants, notamment dans le rap, mais pas seulement.
fais allusion au dessin qui est celui du Monde. Notre secrétaire d'État au numérique, Cédric O, il avait dit l'entrée en bourse de Believe est un moment historique. Voilà, espérons que ça ouvre la voie à plein d'autres startups. Et puis deuxième actualité aujourd'hui dans les startups françaises, Ledger qui a annoncé une levée de fonds de 380 millions de dollars. La société, nous dit le Figaro, évolue pour devenir une porte d'entrée sécurisée vers l'univers des crypto-actifs en pleine expansion. Au départ, Ledger, c'est un portefeuille sécurisé pour stocker, que ce soit les entreprises ou que ce soit les particuliers, pour stocker ces crypto-monnaies. Alors, deux très belles boîtes, deux licornes, des valorisations supérieures à 1 milliard. Thomas, que vous inspirent ces deux succès? Moi, je note déjà qu'aucune des deux n'a un nom très français, mais peut-être que, première question, c'est un incontournable pour espérer avoir une ambition internationale. Oui, sauf quand on s'appelle Dom Pérignon, mais... Non, puis je pense aussi que parfois dans le marketing, c'est comme dans le rock'n'roll, hein, l'anglais ça sonne mieux, voilà. C'est plus difficile à ça pour ça n'a pas changé depuis les années 50, hein, contrairement à... C'est vrai, mais c'est des entreprises qui sont significativement, je dirais, dans l'air du temps. C'est pour ça qu'en fait elles ont ce succès. Ouais. C'est pour ça que Ledger lève des fonds de façon très importante. Donc les crypto-monnaies, évidemment, la question serait intéressant d'avoir votre point de vue d'ailleurs sur la durabilité du modèle ou autre. Mais enfin, là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est pas tant de juger ce qui va se passer dans 5 ans, on ne sait même pas ce qui va se passer dans 6 mois. C'est plutôt d'essayer de voir pourquoi cette entreprise finalement, attire comme ça les investisseurs. Ouais. Tout simplement parce qu'elle réinvente un système. Elle propose quelque chose de radicalement différent. Elle retourne la table et elle est une des plus innovantes du monde. Donc il y a un mix de technologie, il y a un mix d'avoir su saisir le truc au bon moment, hein, parce qu'il y a des concurrents de Ledger qui existent, qui ne lèvent pas autant de fonds, qui connaissent moins de succès. Quelle est la différence entre le produit que propose Ledger et les produits qu'il propose plutôt certaines autres entreprises? Je pense qu'il y a une capacité entrepreneuriale. Donc on a je vais parler de Believe dans un instant, mais des chefs d'entreprise brillants qui ont su à un moment donné arriver avec une vision, qui croit au truc, parce que c'est quand même un métier, on n'est pas sûr toujours de bien comprendre. Donc c'est vraiment les métiers de demain. Oui, vision, toujours un peu de chance aussi, mais puis surtout une question, comme disait René Char, de saisir sa chance. Voilà. Donc il y a ce type d'entrepreneur. Et c'est pour ça, je pense que le gouvernement est aussi, par la voix de Cédrico et puis d'autres d'ailleurs, aussi dithyrambique, parce que là, on a des capitaines d'industrie et on voit que c'est la France qui gagne un peu. C'est-à-dire que c'est quand même, ça fait du bien. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Et pour Believe, c'est encore plus notable, parce que là, pour le coup, on est dans une entreprise qui vient au départ de la distribution digitale de la musique, dématérialisée. À une époque où personne n'y croyait. Mais genre, personne n'y croyait. Universal Music régnant en maître sur la vente de compact disques. C'était le CD. On n'imaginait même pas que les gens puissent un jour acheter des vinyles à nouveau. Alors qu'aujourd'hui, les ventes de vinyles ont quasiment dépassé. Supérieurs, largement. Dans les deux cas, c'est petit par rapport au streaming. Mais ils sont arrivés à un moment absolument critique de switch de l'industrie musicale. L'industrie musicale était en perte de vitesse totale. C'est-à-dire que c'était la catastrophe absolue. Le Titanic coulait. Et Believe est arrivé comme une des entreprises les plus innovantes au monde en proposant un système de distribution numérique qui en fait permettait d'être diffusé sur des plateformes. Voilà, donc vous vous rappelez toutes les critiques à l'époque, notamment de certains groupes de musique qui étaient vent debout sur le téléchargement illégal, Napster, etc. Bon, et Believe justement arrivait avec une solution technique qui était en capacité de diffuser la musique dans le monde entier via des plateformes qui étaient à ce moment-là naissantes et qui ont finalement bénéficié aussi à la fois du savoir-faire d'entreprises comme Believe et puis aussi de l'engouement que ça a rencontré dans le public avec le développement des smartphones. Et ces entreprises, c'est des Deezer, françaises par exemple, ou Spotify par exemple. Et en fait, le streaming est devenu la seule manière aujourd'hui ou presque d'écouter de la musique, sauf dans des marchés très particuliers comme le Japon, ils font pas ça du tout. Mais c'est très intéressant. Le Japon étant complètement à part dans l'industrie musicale. Donc en fait, cette capacité technologique aurait pu s'arrêter là. Ils auraient pu rester comme ça un distributeur qui fonctionne en sachant un peu aussi faire jouer les algorithmes. Parce que sur Spotify, par exemple, 75% de la musique que vous écoutez, que vous avez proposée, vient d'un algorithme, un peu comme sur Netflix. Et du coup, le rôle du label musical comme Believe, c'est d'être bon là-dedans. C'est pas un label. Au départ, c'est pas un label. Au départ, c'est
de la technologie, c'est un distributeur. Ils branchaient des labels et leurs artistes en disant, vous distribuez votre musique. Deuxième étape ensuite, ça a été le lancement de labels musicaux. Donc ils se sont mis à signer des artistes. Et là, ils l'ont fait avec énormément de savoir-faire et avec beaucoup de talent, en signant les plus gros, certains qui sont devenus les plus gros vendeurs de disques en France et dans le monde aussi, comme Jul par exemple. Alors, on pense qu'on veut de la musique, mais on n'est pas là pour jouer musique. En tout cas, non, Jul, c'est du rap, marseillais, absolument incroyable. Absolument incroyable en termes de succès. Très prolixe, en plus. Il fait 4 disques par an. Les labels de Believe, que ce soit All Points par exemple ou d'autres, parce qu'il y en a plusieurs, sont là souvent dans l'équivalent du hit parade, c'est les chansons les plus streamées en France. Ils ont quasiment tout le top 10. Donc en fait, il y a un succès technique, un succès ensuite de talent management et de scouting des futurs talents. Ils ont lancé plein de talents et ils en ont récupéré d'autres et signé d'autres. Alors qu'avant, c'était impensable dans l'industrie musicale qu'un distributeur signe des artistes. C'était pas possible. Le distributeur, c'était un peu laborieux, un peu technique, machin. Puis il y avait le label qui avait la prestance. Donc là, ils ont réussi à faire aussi ce coup-là. Et après, ce qui est formidable, c'est qu'ils ont investi énormément. Donc je crois qu'ils ont acheté 18 entreprises au monde entier, notamment dans des niches comme le heavy metal, avec un des plus gros labels mondiaux. Ils ont acheté TuneCore, qui était un distributeur concurrent. Et je crois que Denis Ladgairi, qui est le PDG fondateur de Believe, annonçait avoir 30 targets d'acquisition. Donc, ouais, il a levé de l'argent pour ça en bourse. Et donc, en fait, vous avez un mix de tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire l'intuition au départ, le talent de changer sa structure pour aller faire le métier un petit peu je dirais, des concurrents, de savoir les artistes en direct. Et puis après, des acquisitions avec un capitaine d'industrie, effectivement, et toute son équipe, dont Romain Vivien, par exemple, qui fonctionne bien. On regrette suffisamment, notamment ici, qu'il n'y ait pas assez de champions français et européens de la tech pour, le cas échéant, quand il y a des jolis succès comme ça, s'en réjouir. Qu'est-ce que ça vous inspire comme ça? En plus, quasiment les deux annonces très significatives le même jour, de boîtes fortement technologiques qui pensent vraiment le monde de demain. Alors, dans les cryptos, c'est évident. Dans l'industrie musicale, c'est une réinvention de l'industrie musicale complète. Et du coup, deux succès qui dépasse très largement les frontières hexagonales. Évidemment, un exemple à suivre. Vous en tirez d'autres enseignements, Philippe? Ce qui est intéressant sur Believe, c'est... moi, je ne suis pas spécialiste du tout, mais c'est le sentiment d'une stratégie qui a été, dès le départ, très internationale. Et qui fait que les supports ont été un peu de partout, avec une capacité de se développer localement comme une entreprise locale. Et ça, c'est très fort d'avoir réussi à aller dans ce sens-là. Et finalement, c'est le type d'entreprise qu'on ne connaît pas, parce que on connaît Deezer ou Spotify que vous citiez, mais on connaît les artistes, on connaît Jul ou Vianney, mais toute la bidouille entre les deux derrière est inconnue. Et on voit que par le biais de cette introduction que on peut avoir des entreprises très performantes, très reconnues, qui sont françaises et qui se développent sans avoir l'envie de partir tout de suite ailleurs. Sur les crypto-monnaies, je suis un petit peu plus sceptique. Je ne connais pas bien non plus l'entreprise, mais moi je crois beaucoup aux crypto-monnaies des banques centrales pour sécuriser tout un tas de transactions. Sur les crypto-monnaies telles dont on entend parler tout le temps, j'ai toujours pas réussi à très bien savoir à quelle question elle répondait. Si ce n'est une question de dire le système sera foutu et il faut trouver une alternative. En dehors de celui-ci. En dehors des monnaies habituelles. Vous n'en êtes pas à ce degré de réflexion, vous voulez dire, c'est ça? Après, on peut imaginer plusieurs monnaies qui coexistent entre elles, avec différents usages, effectivement, et que certaines puissent être totalement non décentralisées et non contrôlées par des États. Enfin, en tout cas, c'est le discours des promoteurs des crypto-monnaies. Oui, mais c'est ça. Crypto-actifs, c'est peut-être pas des monnaies. Ça fait un peu penser à toutes ces monnaies locales, plus qu'autre chose. Parce que la question
au-delà de... Il y a une première question qu'on voit tous les jours, qui est celle de la volatilité des crypto-monnaies. Comment faire des opérations sur des monnaies qui sont très volatiles, avec une taille, on le voit sur le Bitcoin, une taille qui a du mal à augmenter. Donc le prix du Bitcoin, s'il continue à avoir un intérêt, va forcément grimper. Et donc comment on gère cette situation? C'est un peu comme vous savez, en 1944, après Bretton Woods, on avait fixé le cours du dollar et de l'or en même temps, 35 dollars l'once, et c'est resté comme ça. Mais à partir de 68, et notamment le 15 août 71, Nixon dit ça ne peut plus fonctionner parce qu'il y a un déséquilibre trop fort. Et si on ne peut pas créer davantage de Bitcoin, pour des raisons techniques, pour des tas de raisons, même de consommation d'énergie, comment on fait sur ce genre de choses? Les crypto-monnaies des banques centrales n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Et donc, on risque de se heurter très vite à de vrais freins de développement. Mais est-ce que la boîte qui fait des portefeuilles sécurisés, virtuels, c'est pas un peu les vendeurs de pelles de la rue vers l'or? Est-ce qu'ils vont pas, quoi qu'il arrive, même si c'est demain une crypto-devise de banque centrale, on peut probablement la mettre dans un portefeuille Ledger. Donc du coup, on ne fait pas un pari sur le Bitcoin ou l'Ether ou le Dogecoin de Monsieur Musk. Il y a peut-être effectivement... Il y a une question qui est un peu celle que vous avez sur votre smartphone, qui est celle de l'application dans laquelle vous mettez tous vos mots de passe. Bah voilà, et vous êtes très content d'avoir quelque chose de très sécurisé dans un monde qui peut paraître instable. Et probablement que au-delà effectivement des crypto-monnaies, ce rôle-là peut être important pour chacun d'entre nous, pour les entreprises, pour les citoyens, pour les banques aussi. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ce type d'entreprise, parce que justement, comme le disait Thomas, il y a des gens qui ont des idées très particulières, qui ont une envie de changer la dynamique, et qui sont des capacités qu'on n'a pas forcément dans des entités type grandes banques, etc., parce que pour des tas de raisons qu'on connaît. Et donc, c'est en cela que c'est intéressant. Et on utilisera cette technologie d'une autre façon, mais on a avancé, on ne viendra pas en arrière sur ces points-là. Et c'est ça qui est intéressant dans cette entreprise. Oui, et en même temps, voilà. En tout cas, pour un certain nombre d'investisseurs, cette technologie-là, elle vaut 1,5 milliard, donc en valorisation d'ensemble de l'entreprise, compte tenu de cette levée de fonds. Et encore une fois, tiens, on signale que le Bitcoin est devenu monnaie légale au Salvador. Bon, le Salvador a un dirigeant un peu fantasque, mais si ça se trouve, c'est lui qui a raison. On ne va pas à ce stade. Puis peut-être que pour le coup, la monnaie salvadorienne a besoin d'un petit coup de... Non, c'est un petit peu compliqué parce que le Salvador est un pays dollarisé. Oui. C'est-à-dire que quand vous êtes un pays dollarisé, vous devez adapter votre politique monétaire sur celle de la Federal Reserve, ce qui peut être très compliqué. Il y a un sujet de taille qui est... Les Argentins ont souffert de ça terriblement au début des années 2000, et donc dans l'incapacité de gérer eux-mêmes leur propre monnaie, c'est plus un geste désespéré qu'autre chose. Oui, d'originalité, le t-shirt casquette, le président du Salvador, je crois. Mais encore une fois, pourquoi pas? Il nous reste même pas 5 minutes. Je voudrais vous faire réagir une ou deux petites actualités pour terminer l'émission. Tout de suite, c'est l'after. Allez, un sujet, je le disais, pour terminer l'émission, je voudrais qu'on parle 2 secondes du Dieselgate. Les jours se suivent et se ressemblent un petit peu. Regardez cette dépêche de France Info. Peugeot mise en examen en France après Renault et Volkswagen. Alors Volkswagen, ça on le savait, c'est une affaire qui date de plusieurs années. Ça a coûté des dizaines de milliards au groupe allemand. On commentait il y a 3 jours dans l'émission le fait que l'ancien patron, M. Winterkorn, avait lui-même payé 11 millions de dollars ou d'euros, je ne sais plus, probablement d'euros puisqu'on est en Europe, de dédommagement à son ancien employeur.
d'ailleurs, pour manquement. À l'époque, on a su que Renault finalement était mis en examen et donc désormais également Peugeot, ce qui fait dire à Grégory Vanel, un professeur d'économie qui vient de temps en temps dans l'émission, les jours se suivent et se ressemblent, et qui nous rappelle que quand le scandale Dieselgate était sorti en Allemagne, je disais à mes étudiants que si le numéro 1 du marché était concerné, alors tout le marché faisait la même chose, ils ne me croyaient pas. Voilà, sous-entendu, de fait, c'est le cas. On ne va pas forcément revenir sur la totalité du scandale. En termes d'image, on sait que Thomas, Volkswagen s'en est bien remis, mais pendant un temps, ça a été au-delà des milliards. Et du coup, ça a été un peu compliqué. Alors, c'est vrai qu'on en parle moins, parce qu'on a le sentiment que tous les constructeurs sont pas même passés à l'électrique, que ce soit vrai ou en tout cas en termes de com. On a pu, les voitures électriques font 10% du marché, mais 100% des publicités pour les automobiles. C'est de ce point de vue-là efficace. Est-ce que il faudrait craindre effectivement un petit retour de bâton sur l'image des constructeurs avec ces mises en examen dans le scandale du Dieselgate, selon vous? Le véhicule automobile dans la psyché collective, c'est ce que disait Roland Barthes sur la DS, c'est la cathédrale de la modernité. Donc c'est un symbole. Et un symbole dans lequel finalement on retrouve tout ce qu'on peut reprocher au monde politique, c'est-à-dire manque de transparence, pris la main dans le sac. Vous voyez les titres qui sont... Oui, j'imagine. Ouais. On a l'impression que vous mettez ex-ministre, machin. Ça nourrit du coup une sorte de ressentiment des Français pour un produit et un outil du quotidien qui leur est essentiel. Ça fait un mal terrible à l'industrie, mais aussi d'ailleurs je pense dans la confiance que peuvent avoir les ménages et les Français dans les entreprises. Donc c'est terrible parce que ça porte, je dirais, une sorte d'opprobre sur un secteur qui effectivement a peut-être péché par-ci ou là, mais je dirais qu'il ne mérite pas non plus d'être comme ça jeté avec l'eau du bain. Et si vous ajoutez à ça la crise, évidemment avec la pandémie qui a fait que les ventes de véhicules se sont effondrées, le fait que il y a le passage électrique, un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure entre le passage du CD au streaming, une révolution totale. Qui entraîne des conséquences dingues pour les constructeurs. Tesla qui arrive et tout là-dedans. Enfin, je pense que tout doit être réinventé. Mais ce que je note le plus, c'est dans cette pré-présidentielle, c'est cette montée dans un secteur industriel fort et hyper important pour l'économie française, de cette espèce de doute mensonge et puis qui peut nourrir du coup un certain nombre de ressentiments qui peuvent se traduire différemment, mais négativement c'est sûr. Donc c'est très, très triste. Ça peut vous inquiéter, vous chagriner, qu'on remette une pièce dans la machine sur le côté où les affreux constructeurs automobiles? Oui, mais je note quand même qu'on est dans un moment de rupture. L'électricité, l'électrification des automobiles est là maintenant. Voilà. Et on voit bien que là aussi, on est dans une situation d'affrontement entre les Européens et les Américains. On parle beaucoup de Tesla ou de Ford sur les voitures électriques. Les Européens travaillent beaucoup aussi là-dessus. Mais d'un seul coup, il y a l'opprobre qui est jeté sur les marques européennes. Et donc... voilà, je trouve ça un petit peu préoccupant au moment où il va falloir accélérer le passage à l'électrification et on risque de prendre un petit peu de retard. Ouais. Donc c'est ça qui me gêne le plus dans de ce retour du Dieselgate. On verra si la liste s'allonge. Merci messieurs, merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés jusqu'au bout. Très bonne soirée. On se retrouve demain à la même heure sur Bismart. Ciao.